Bonsoir et bienvenue dans votre émission. Elle gagne du terrain et certains spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Elle, c'est bien sûr l'obésité. L'obésité, sujet de notre numéro de Focus Santé de ce mardi. D'après l'OMS, le surpoids et l'obésité représentent le 5e facteur de risque de décès et font au minimum 2,8 millions de victimes chaque année. On verra les détails au Bénin avec le médecin nutritionniste Alfred Akakpo, directeur du Centre de recherche en santé et en nutrition à Cotonou. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir. Et pour vous qui nous suivez depuis vos maisons ou que vous soyez, si vous le voulez bien, vous pouvez intervenir en direct à partir de 15h30 via les numéros que vous connaissez déjà certainement, le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24. Mais déjà, dès maintenant, vous pouvez nous envoyer vos préoccupations via WhatsApp au numéro 65 00 24 24. C'est bien sûr le 24-24 au lieu du 23-23. Vous l'avez rectifié de vous-même. Et on remercie de l'autre côté Ulysse Tchétema qui assure la partie technique de cette émission. Et petite clarification, monsieur Akakpo, avant de démarrer. Quelle est la différence entre un nutritionniste et un diététicien? Le nutritionniste peut ne pas être forcément un diététicien, oui, en ce sens que on peut faire de la nutrition appliquée en agronomie, de la nutrition en biochimie, mais le diététicien, une personne qui a fait de la nutrition dont l'option fondamentale c'est de l'utiliser pour la guérison de la personne humaine. Et ce terme s'applique jusqu'au niveau Bachelor of Science, selon les inventeurs, c'est-à-dire Bac plus 4. Bac plus 4 ou selon les pays, Bac plus 3. Bac plus 3, ailleurs, vous pouvez l'avoir Bac plus 5. OK. Et le terme de nutritionniste s'applique à partir de au moins un master. OK. Master ou un PhD. C'est un peu la différence que vous pourriez avoir entre un nutritionniste et un diététicien. Le champ est plus large pour le nutritionniste, c'est bien ça? Non, c'est que le nutritionniste n'est pas forcément diététicien. Voilà. Mais le diététicien doit forcément être nutritionniste. Il doit passer par la nutrition pour pouvoir avoir sa capacité d'application de la nutrition à la santé. C'est ça, la différence avec diététique. Mais vous parliez de diplôme tout à l'heure, c'est pour dire qu'il y a des écoles en nutrition au Bénin. On ne va pas s'attarder sur ce thème, mais c'est pour dire que ces genres de centres de formation existent au Bénin depuis des années et que des gens s'y font former. Oui, ça fait environ 4 à 5 ans que vous avez une école quand même à la FSS, oui, Faculté de médecine, qui a pour objectif de sortir de diététicien à la fois, tout en étant nutritionniste. Et bon, c'est ce que je peux dire. D'accord. Dans le vif du sujet maintenant, avant d'en venir aux chiffres, puisque j'en ai parlé à l'entame de cette émission, qu'est-ce que l'obésité? Comment savoir qu'on est obèse? Est-ce qu'il y a une différence entre l'obésité? Certainement, il y en a, mais vous allez nous en parler entre l'obésité et le surpoids. D'abord, comment savoir qu'on est obèse? Bon,
L'obésité, de façon pratique. Oui. Je suis à la maison, je ne suis pas tenu d'être un professionnel de la santé. Et je voudrais savoir si je suis ou non obèse. C'est juste de prendre mon poids en dévêtu, c'est pas habillé. Oui, donc on monte sur la balance. Je monte sur la balance, je suis en slip ou en jupette, en tout cas avec l'habit le plus léger. Oui. Je prends mon poids et je prends la taille, ma taille. Je divise mon poids par ma taille exprimée en mètres. Je voudrais dire, au lieu de dire 165 cm, je vais dire 1,65 m. Donc je prends le poids, peut-être 50 kg ou bien 70 kg. Je divise ça par ma taille 1,65 m, ça fait 70 divisé par 1,65 une première fois. Le résultat trouvé, je le divise encore ça là par 1,65. D'accord. Soit je divise le poids par le carré en mètres de ma taille. C'est que là, ça peut être compliqué. C'est plus facile. Quand on fait le calcul en même temps d'un trait. Oui. C'est-à-dire... Non, c'est plus compliqué parce que on parle du carré à partir d'un certain niveau au collège. Donc la formule la plus simple, c'est de diviser le poids par la taille. Une première fois, le quotient obtenu, on divise encore par la taille. Une deuxième fois. Voilà. Et vous avez ce qu'on appelle votre indice de masse corporelle. D'accord. Pour un auditeur qui a peut-être 1,60 m et qui fait 68 ou 70 kg, disons. Oui, ça fait 70 divisé par 1,6. Une première fois, on aura une valeur qui est quotient. Et on pense encore, on divise par 1,68. C'est ça, hein? Oui. 1,68. Et puis on aura ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. D'accord. Maintenant, quand est-ce qu'on va parler de l'obésité? C'est que cet indice de masse corporelle doit être compris de façon normale entre 18,5 oui. à 24,99. 24,9. C'est-à-dire sans jamais dépasser 25. Oui. D'accord. Et là, on est normal. On va vous dire que vous avez un état de nutrition normal. Maintenant, vous avez un surpoids à partir de 24,5 à 29,9. 24,5 à 29,9, on va dire déjà le surpoids. D'accord? Oui. Mais le surpoids est baptisé obésité à partir d'un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30. 30, donc c'est le palier obésité. Voilà. On va dire obésité. Mais ça, c'est dans notre système général. Dans d'autres systèmes, ils accordent jusqu'à 27. C'est-à-dire, vous passez de l'indice de masse corporelle 20 à 27 et on va vous dire que vous êtes normal de 27 à 29,9. Surpoids est toujours supérieur ou égal à 30, obésité. C'est-à-dire, c'est plus large pour les personnes. Cette nuance, elle est appliquée pour les Américains. Voilà, donc aux États-Unis, le concept d'obésité diffère un tout petit peu Non, du surpoids. Du surpoids, voilà. Oui, c'est un peu plus large. On est plus difficilement en surpoids là-bas, en termes de pondération, que dans le système général appliqué par l'OMS ou bien par le système français. Oui, c'est ce système-là qui s'applique ici. Voilà. D'accord. Voilà, donc on a compris un peu que c'est un peu de calcul quand même pour retrouver dans quelle balance on est. Et si on est en dessous de 18, on est dans quel... En dessous de 18, on est chétif, on est dans la maigreur. Voilà, on est dans la maigreur. Dans la maigreur. On baptise ça de maigreur. Et la maigreur tout court, bien il y a une autre étape aussi à franchir après 15 ou bien avant 15, je dirais. Ou bien non, c'est que dans la maigreur, vous avez plusieurs niveaux de maigreur. Comme on a plusieurs niveaux d'obésité. Mais sachons déjà qu'en termes de santé publique, sachons si on est dans la maigreur ou bien dans l'obésité ou dans le normal. C'est déjà beaucoup. D'accord. Donc il faut faire le
le calcul là. Le calcul et se retrouver nécessairement après 18, c'est inférieur à 18,5. Ça devient c'est déjà un problème. Supérieur à 30, supérieur ou égal à 30, ça s'appelle obésité. Supérieur déjà à 25, il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Ça devient un peu compliqué. D'accord. Donc, voilà le calcul. C'est quand même assez simple. Docteur Akakpo est revenu là-dessus. On reviendra là-dessus en fin d'édition si ça vous intéresse. Je rappelle que c'est Focus Santé. On reçoit pour vous aujourd'hui le médecin nutritionniste Alfred Akakpo. On parle d'obésité. On a parlé de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Vous savez comment le calculer déjà. Et on va avancer dans cette émission, mais pas sans vous rappeler que vous pouvez appeler déjà à partir de 15h30 au 21 33 84 19 ou au 65 00 24 24 ou envoyer déjà vos messages via WhatsApp sur le 65 00 24 24. On va parler maintenant des causes de l'obésité. Des causes, c'est vraiment un point important, mais avant de l'aborder, je vais vous inviter à suivre deux dames que nous avons pu rencontrer. Elles sont, on va dire, obèses et elles nous parlent des causes de leur état actuel. À ma naissance, je pesais 6 kilos. Je me rappelle pas un moment de ma vie où j'étais mince. Les causes, je sais que j'ai des parents, j'ai plusieurs tantes qui sont des femmes rondes. Je sais pas si c'est d'elles que je tiens ça, je ne sais pas trop. Je fais 93 kilos pour 1m63. C'est à partir de 14 ans, j'ai commencé à prendre du poids et ça a évolué jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, 93. À un moment donné, j'étais à 100. C'est héréditaire parce que dans ma famille, tout le monde a de l'embonpoint. Mon père est gros, ma mère est grosse, mes frères et sœurs, tous nous avons de l'embonpoint. Ça devait forcément arriver un jour ou l'autre. Je ne vois pas ce que je mange de plus que celles ou ceux qui sont faites ou qui sont moyens. Mon alimentation, elle est normale. Voilà, quelques jeunes dames qui ont bien voulu nous parler de l'obésité, en tout cas des causes selon elles, pourquoi elles se retrouvent avec un poids aussi important. Vous avez entendu la première dire qu'elle avait 6 kilos à la naissance et qu'elle se rappelle jamais avoir été mince de sa vie. Donc, pour elle, ça a toujours été comme ça. Et la seconde parle de l'hérédité. Voilà, les causes, c'est un peu à ce niveau qu'il faut les chercher ou bien? Oui, l'obésité, il y a les causes génétiques ou héréditaires. C'est-à-dire, je suis de parents obèses, je suis obèse. À ce niveau, il faut qu'on nous rappelle que les aliments modifient de façon significative le gène de tout être sur cette terre. Je voudrais dire, si Adam et Ève n'étaient pas nés obèses, ça ne veut pas dire que dans leur lignée qu'on ne trouve pas d'obèses. OK. Donc, à un moment donné, de par nos comportements alimentaires, il peut y avoir modification de nos gènes et la création de certains gènes pour pouvoir signifier ce que nous défendons là, la cause génétique. Selon la littérature scientifique, la cause génétique ne couvre qu'environ 4%. 4%. Ça veut dire, ça fait une personne sur 20 au maximum qui obèse peut se dire peut-être c'est parce que papa ou maman étaient obèses et qu'il y a eu une mutation qui les a amenés à ce niveau. Mais la plupart des obésités dont nous parlons aujourd'hui et qui nous réunit, ce sont des obésités beaucoup plus acquises à partir du comportement alimentaire. Voilà, on peut dire de génération numéro 1. OK, c'est-à-dire on n'était pas forcément obèse, mais on l'est devenu parce que il y a plusieurs raisons, peut-être les pubs, les publicités par rapport aux différents aliments et aussi les antécédents. On sait aujourd'hui que les personnes qui n'étaient pas suffisamment bien, qui avaient des problèmes de déficience de nutrition, les malnutris de déficience hier
facilement ont une propension à développer l'obésité. Tout se passe comme si les organes se sont déjà habitués à gérer une certaine masse alimentaire et ont développé une certaine capacité. Puis subitement, la nature a permis aujourd'hui qu'il y ait plus facilement de disponibilité alimentaire. À égale consommation, ces personnes auront plus tendance à constituer des réserves. Ce sont ces réserves-là qui constituent le problème. Ces réserves vont se constituer en cellules graisseuses et c'est là où on va parler de l'obésité. Est-ce que vous voyez? Oui, et ce facteur-là, vous avez parlé de 4% pour le génétique. Oui, et ce facteur-là, ça couvre combien? C'est quoi la couverture de ce facteur? Ce facteur va beaucoup couvrir dans les pays en développement que nous sommes, que nous étions. Nous sommes beaucoup plus oui. que dans les pays développés. Je voudrais dire, si la malnutrition par déficience constituait le lot des problèmes de nutrition que les pays en développement avaient, y compris mon pays, donc à plus de 35%, 40% hier, c'est normal que 35 à 40% s'attendent à développer l'obésité s'ils se comportaient, s'ils prenaient les bonnes habitudes, en griffe, je mets bonne en griffe, en changeant d'aliments, en changeant de comportement alimentaire du mode traditionnel au mode occidental, où l'organisme n'était pas habitué à tout contrôler, ils peuvent se consommer par rapport au comportement des organes qui gèrent ça dans son organisme. Oui. Pour d'autres, ça peut ne pas être une surconsommation, mais pour son organisme à lui, ça peut être une surconsommation. Et si on va plus loin, qu'est-ce qui se passe? Tout se passe comme si vous avez un animal que vous gérez à la maison et puis vous n'avez pas l'habitude de lui donner à manger à des moments réguliers. Donc, c'est quand ça vous plaît, vous lui donnez à manger. Vous allez constater que si c'est comme ça vous faites, quand vous donnez, il avale tout. Il ne va rien laisser. Mais si c'est que c'est à des heures régulières, il commencera par se régler en se disant, bon, j'ai fini de manger ça là, il y aura autre qui va arriver. Donc, cet organisme qui était en déficience, en comportement de déficience, il avait développé une certaine capacité de survie. Voilà cet organisme aujourd'hui qui commence par trouver en abondance, mais n'a pas changé encore ses capacités de survie qui était la propension à faire plus de stockage qu'à éliminer. C'est bon? Oui, donc il y a un problème d'adaptation de notre organisme à ce niveau. À ce niveau, qui n'est pas forcément génétique. C'est pas que cet organisme avait été exposé à un certain et devrait survivre. Oui. Et devrait survivre. Voilà. Bon, nous avons la consommation en excès réellement des aliments. Puisque un des intervenants disait, moi je ne sais pas ce que je mangeais et puis bon, j'ai pris du poids. Elle a l'impression qu'elle mange normalement, voilà, comme tout le monde. Comme tout le monde, mais à une certaine capacité. Mais il y a des personnes qui mangent réellement, qui mangent beaucoup. Beaucoup, c'est quoi? On mange, on nous parle de 3 repas, matin, midi, soir. Manger beaucoup, c'est quoi? Manger 5 fois, 6 fois. En matière d'alimentation, vous avez le rythme du repas qui va influer sur la capacité au stockage. Vous avez la quantité de l'aliment qui influe aussi sur la capacité au stockage. Je voudrais parler de la quantité ici. Voilà, la quantité. La quantité, la personne mange réellement. Sa satiété, c'est manger. Bon, sa satiété peut être un peu supérieure à ce qu'il fallait pour son organisme. À chacun de nous correspond un niveau de consommation d'énergie. Est-ce que vous voyez? Mais le problème qui se pose, c'est qu'il est difficile d'avoir ce niveau par le jeu du hasard. Il faut vraiment consulter pour avoir une idée approximative de ce que l'on peut avoir comme consommation alimentaire pour ne pas être trop en dehors des limites normales. Oui, les limites, c'est un peu l'organisme peut-être qui nous l'impose. On doit quand même sentir que ben là, c'est bon, on ne peut plus aller, on ne peut plus manger encore plus. Oui, est-ce que ce n'est pas des indicateurs qui devraient peut-être nous guider quand vous parlez des personnes qui mangent un peu plus qu'il le faut? Oui, ce sont les indicateurs dont vous parlez là. Quand moi je dis je suis déjà rassasié, ça ne veut pas dire à l'autre que l'autre est rassasié. D'où
notre intervention, sinon on n'est même pas utile. Oui. Est-ce que vous voyez? Il faut interroger l'organisme pour dire, bon, maintenant, là où tu es, quels sont tes niveaux? OK. Donc, si chacun avait une idée de cela, c'est sûr qu'on raisonnerait un peu plus ce que nous consommons. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que normalement, quand on est rassasié, on le sent. Quand chacun, même si on ne peut pas manger, peut-être que le sujet 1 mange peut-être 1 ou 2 boules d'acassa et que le sujet 2 mange peut-être 4 boules d'acassa. Mais quand c'est 4, quand son ventre est plein, il le sait. Non, parfois, il n'est pas rassasié réellement. Psychologiquement, il n'est pas rassasié. Okay, psychologiquement, donc la psychologie intervient. Oui, ça intervient, ça a sa valeur, mais pas toujours. OK. Là, il y a de l'excès en consommation, je parle de l'excès en quantité là. La personne a surconsommé, ne devrait pas surconsommer par son organisme. Il se fait qu'il doit faire du stockage parce qu'il y a de trop en réserve. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des personnes, on a parlé de prédispositions génétiques. Oui. Maintenant, il y a des personnes aussi, au début, tout allait bien. Parce que souvent, ce qui se passe jusqu'à l'âge de 25 ans, nous mangeons avec de petites erreurs, etc. Mais l'organisme arrive à siphonner cela. Quand bien même déjà dans notre pays, à partir d'une étude dans les années 2006 et 2007, on a constaté que chez les jeunes de 11 à 18 ans, l'obésité couvre déjà 11%. 11%. OK. Donc, l'organisme n'était pas forcément habitué à notre façon de manger et la personne était habituée à des activités qui ne sont pas forcément les sports classiques. Le fait d'aller, de revenir, d'aller se chercher quelque part à revenir, c'est de l'énergie que nous consommons. Et subitement, le hasard a voulu, ou bien il a eu la chance de gagner un bon poste. Mais il continue d'éprouver les mêmes besoins comme si il avait l'habitude de courir. D'où on va faire intervenir les efforts physiques, l'impact de l'effort physique. Alors, quand il mange comme ça, pour pouvoir dépenser, il faut qu'il fournisse des efforts physiques. Parce qu'il est plus sédentaire. Voilà, relativement à ce qu'il était. Bon, là, il n'arrive pas à faire parce que peut-être le boulot est absorbant. Alors, il fallait, tout ce qu'il a à faire, c'est d'ajuster alors les ingestats, c'est-à-dire ce qui doit rentrer dans la bouche par rapport à ses dépenses. Puisque les dépenses sont réduites, il faut qu'on réduise la quantité de consommation alimentaire. Oui, mais est-ce que la faim... vous parlez de la faim. Oui. C'est que cette personne à manger. Voilà, ne va pas sentir que maintenant, là, je ne vais plus faire. C'est ce qui peut arriver à certains sportifs qui vont vous dire, j'étais un grand sportif, et puis il devient diabétique parce que quand il était sportif, on lui recommande ce qui est normal. Tu as besoin d'énergie, il faut prendre des choses sucrées, il faut manger chocolat, il faut manger cela. Puis, à un moment donné, il a fini avec le sport, mais en temps, il n'a pas lâché tout. Il va se retrouver un peu en situation de diabétique ou bien de d'autres problèmes d'obésité. Est-ce que vous voyez? Donc, d'où l'intervention de notre profession pour rappeler que toujours on demande votre activité actuelle pour voir à peu près qu'est-ce que ça va donner comme niveau de besoin en énergie. C'est aussi comme pour peut-être un élève qui a eu le bac ou bien un étudiant qui était tout le temps sur le campus, qui peut-être n'exerçait pas trop d'activités physiques ou bien l'exerçait et puis entre dans la vie active. Est-ce qu'il y a un changement à ce niveau-là aussi? Est-ce que l'étudiant qui était sur le campus ne s'est jamais trouvé heureux en bossant? D'abord, le stress pour réussir à ses examens entraîne de grandes dépenses d'énergie. Mais quand tu trouves du boulot, c'est l'effet contraire, c'est la joie. OK. Donc, on ne peut plus, en quelque sorte, il n'y a pas à faire ce qu'on appelle le rappel. Oui. Hein? Quand je souffrais, j'étais étudiant, j'avais besoin de telle façon de manger. Bon, ça me plaisait aussi, mais il s'est fait que je n'avais pas les moyens. Dieu merci, j'ai gagné un bon poste et je voudrais faire des rappels. Je pourrais... oui, ça arrive, je pourrais prendre des boîtes de céréales à siphonner dans la journée, et puis manger aller prendre tel ou tel aliment. Si vous ne savez pas réguler ça, vous vous retrouvez facilement dans l'obésité.
D'accord. Okay. Et le stade inférieur, c'est-à-dire quand on quitte par exemple le secondaire pour l'université par exemple, Oui. là on a été plus sollicité, c'est ça, ou bien quel est le changement qui intervient là? Ça dépend d'un individu à un autre? Pour les jeunes enfants. Oui, les jeunes enfants qui ont par exemple le bac, qui doivent peut-être aller à l'université. Là, ils changent entre griffes, hein, de milieu. Non seulement ils changent de milieu, mais tout ce qu'il faut garder en tête là, les indices de masse corporelle qui sont différents entre le sexe masculin et le sexe féminin s'harmonisent à partir de l'âge de 18 ans. OK? Ça veut dire que 19 ans déjà, cet enfant, hier, adolescent enfant, est dans la ligne des adultes. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, le niveau de consommation alimentaire aussi baisse. En temps. Quand il était adolescent, il mange beaucoup plus qu'un adulte, chose normale. Il n'est pas en faute. L'organisme gère. Oui. Parce qu'il doit croître. OK? Jusqu'à l'âge de 25 ans. À partir de 25 ans, l'organisme permet quelques erreurs seulement, mais commence par vous faire des comptes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. D'accord. Et là, il faut quand même un accompagnateur, un guide pour lui dire, ben là, il faut ménager le corps parce que c'est pas quand même spontané. Non. On continue avec les plaisirs de la bouche. Voilà. Et, OK. Voilà. Donc, c'est là que vous intervenez, vous le soulignez tout à l'heure. Et on en est là aux causes et vous avez évoqué pas mal. Oui, il y a les causes telles que les facteurs socio-économiques. C'est de ça que vous parliez tout à l'heure. J'ai parlé un peu des publicités sur les aliments. C'est vrai, mais pourquoi tout le monde n'est pas obèse? Donc, on ne peut pas. Chacun joue sa partition et il revient à chacun aussi de voir comment il faut faire pour être dans les normes. Mais il y a une forme d'obésité qui ne tient pas compte des calculs. Oui, et il faut qu'on en parle. L'obésité viscérale. Viscérale, c'est du ventre. Ok, l'obésité abdominale. On Abdominale. reviendra sur cet Ok. aspect-là Ok. dans quelques minutes. C'est clair, on reviendra là-dessus. J'ai prévu qu'on en parle puisque c'est quand même une forme d'obésité importante au Bénin. Ouais. Il y a assez de clichés là-dessus. D'accord. Parce qu'avoir du ventre, c'est signe d'être à l'aise. On va revenir là-dessus. Mais pour l'instant, on s'intéresse aux chiffres. Vous avez évoqué les 11% pour les enfants tout à l'heure, mais quand on parle d'obésité au Bénin, quels sont les chiffres? Bon, selon une étude de 2008, on était à 9,5% dans le Bénin en général et on était à plus de 16% dans la ville de Cotonou. Les dernières études datant d'il y a un an, nous nous retrouvons à plus de 25% d'obésité. 25%? Oui, à Cotonou. À Cotonou, pas voilà. dans le Bénin. À Cotonou, parce que c'est assez important. Oui, à Cotonou. Mais il faut noter que l'obésité croît, la prévalence croît avec l'âge, classiquement avec les générations que nous avons. En attendant, pourquoi je dis les générations que nous avions? Les jeunes qui déjà, on a 11% aujourd'hui, on sait quelles seront les prévalences les années à venir. Est-ce que vous voyez? Donc, avec l'ancienne génération, si ça croît de cette manière, et surtout à l'intérieur des âges, je voudrais dire qu'on s'attendrait à plus d'obèses après la cinquantaine, après la quarantaine, qu'à plus d'obèses avant ces âges-là, selon les anciennes générations. Les générations que nous avons actuelles. Oui. Mais les jeunes qui viennent, on sait comment les choses vont bouger, quoi. Et puis, il est dit également que les femmes sont plus exposées. Elles sont les plus nombreuses. Voilà, et les chiffres par rapport à ça, parce qu'on a parlé de 9%, c'est sûr qu'elles occupent une part importante. Oui, quand la majorité était à 9%, si j'ai bonne mémoire, les femmes dépassaient au moins environ 12%. Environ 12%. Ouais. D'accord. Donc, on reviendra sur les femmes, pourquoi elles sont souvent plus exposées que les femmes. On reviendra également sur cet aspect-là. Mais j'ai des questions d'auditeurs ici. Deux questions notamment. Il y a un auditeur qui voudrait savoir comment un individu ayant le groupe sanguin B pourrait s'alimenter pour garder sa ligne. Puis un autre
qui dit « Salut, moi j'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour lutter contre l'obésité malgré qu'on ait des parents obèses. » Bon, ça c'est la partie conseil de l'émission qui est prévue pour la fin, ne vous inquiétez pas. Monsieur Akakpo va vous répondre dans quelques minutes. Il est déjà 15h33. Si vous voulez intervenir en direct aussi, c'est le moment. On va noter vos questions et puis les réponses vont suivre automatiquement. On parlait là des chiffres. On parle donc de 9% d'obésité en ce qui concerne donc l'obésité au Bénin. On va s'intéresser maintenant aux conséquences parce que c'est quand même important sur le plan sanitaire, les conséquences de l'obésité pour quelqu'un qui est obèse sur sa santé prend certainement un coup. Ok. Les conséquences de l'obésité. Conséquences mécaniques. Mécanique. Oui, je baptise conséquences mécaniques les conséquences qu'on a par effet du poids sur les articulations. On va parler de gonarthrose ou ce qu'on appelle classiquement en langue francophone l'oboso. Ok, c'est ce qu'on appelle gonarthrose. Oui, ok. Ça passe de bon, pour ceux qui ne parlent pas fond, oui. Ça se manifeste comment? Ok, ce sont des douleurs au niveau des articulations, surtout beaucoup plus les grosses articulations, dont les genoux. Ok. Au point où la personne n'arrive plus à déambuler comme normalement. C'est différent du rhumatisme? Le rhumatisme peut aussi s'apparenter à cela, mais ce n'est pas forcément l'obésité qui a entraîné son rhumatisme. D'accord. Ok, pas toujours. On peut avoir d'autres raisons pour les rhumatismes. Est-ce que vous voyez, il peut y avoir des raisons infectieuses et autres, oui. Mais ce que l'obésité peut vous donner de façon régulière, c'est ça. D'accord. Donc vous avez dit l'arthrite. Il faut parler des arthrites. Ok, l'arthrite. Dans un premier temps, ça veut dire une inflammation des surfaces articulaires par effet de frottement. Ok. Par ces effets de frottement, il y aura des pertes de substance. On va parler d'arthrose. Quand on dit ose là, on ajoute là, c'est qu'il y a des pertes de substance de la surface cartilagineuse. Oui. Ça, ce sont les effets mécaniques, les conséquences mécaniques observables. Vous avez les conséquences sur le plan hémodynamique qui vont vous amener à ce qu'on va appeler l'hypertension artérielle, l'augmentation des chiffres de tension artérielle. Dans un premier temps, la personne obèse va constater que non, moi je suis grossièrement comme ça, hein, tous les docteurs me trouvent une tension même basse. Bon, c'est vrai, l'hypotension artérielle ou bien une tension inférieure aux valeurs normales à ses débuts. Tout se passe comme si nous avons ajouté de la matière à faire au cœur. Il faut créer ce qu'on appelle des collatérales, des embranchements pour pouvoir les nourrir. Donc la pression artérielle centrale va diminuer. Donc quand on va prendre ce tensiomètre, on va dire que non, sa tension est normale. Oui. Mais attendez-vous coûte que coûte à l'hypertension artérielle chez cette personne plus tard. Parce que quand l'organisme aurait fini de supporter tous les surplus, maintenant commencera la deuxième phase, l'augmentation des chiffres de tension artérielle qui serait due à la sécrétion d'une hormone par les cellules graisseuses même, c'est-à-dire les surplus constitués en cellules graisseuses dans l'organisme. Oui. Est-ce que vous voyez? Ces surplus aussi vont embêter un peu le pancréas dans ses actions. Appareil digestif. Oui. Ok, au niveau du pancréas, et puis on peut aboutir au diabète. Donc voilà l'une des conséquences après l'hypertension artérielle. Vous avez le diabète. Ok. Il y a des conséquences, pas suffisamment notables ou bien choses là. Ça peut agir sur votre capacité de travail intellectuel. Pas toujours. Sur le plan travail intellectuel, bon, il y aura l'augmentation aussi du stress chez cette personne. Ce stress peut être dû au fait que la personne n'arrivant plus à faire ce qu'elle veut autant voulu,
cette personne va se retrouver en situation de stress, ce qui va augmenter, bien au contraire, les consommations alimentaires. Pour pouvoir calmer le stress, la personne va commencer par grignoter et va calmer son stress. Mais au même instant, on rentre rapidement dans ce qu'on appelle le cercle vicieux. Il n'est pas rare de constater que dans les études sur l'obésité, les cancers se trouvent trop associés aux personnes qui ont une augmentation de poids, exagérée de poids. Donc le cancer aussi. Vous pouvez l'observer. Les hypercholestérolémies. Et ce qu'on va appeler attaque cardiaque n'est rien d'autre que la conséquence toujours de l'obésité, soit parce qu'il y a libération des graisses de par son comportement alimentaire au niveau de la paroi des vaisseaux qui pourrait aller boucher une artère importante, surtout si c'est au niveau du cœur. On va dire que, je sais, il est gros et puis il a fait une attaque cardiaque, il est décédé. Il y a la viscosité sanguine qui va augmenter, donc le sang devient plus lourd et n'arrive pas forcément à bien circuler et il peut y avoir des bouchons constitués par les cellules sanguines. Ça va entraîner aussi ce qu'on va appeler parfois des thromboses. Et toutes les graves conséquences, ce sont les conséquences rénales, peut-être. Mais l'arthrose, pas seulement au genou, j'ai mal à la hanche. Vous allez les entendre se plaindre, ce qui est normal. Parce que la masse étant importante, ils n'arrivent plus à supporter ça, puisqu'ils ne font pas plus d'efforts physiques non plus déjà. Et comment ils vont faire? On va vous parler aussi d'un gros cœur, qui n'est rien d'autre que ce qu'on va appeler en médecine l'insuffisance cardiaque, qu'elle soit globale ou droite ou gauche. Bon, c'est chez eux que vous allez facilement la voir. Voilà ce qu'on peut donner un peu comme conséquence observable de l'obésité sur le corps humain. Voilà, donc très très important et elles sont assez nombreuses, ces conséquences, ces complications. On en cite quelques-unes, les arthrites, insuffisance cardiaque, hypertension, diabète et bien d'autres conséquences. Donc il faudrait vraiment faire attention. On reviendra sur les conseils parce que c'est quand même la partie la plus importante de cette émission. Mais avant de l'aborder, on le disait tantôt, l'obésité abdominale, voilà notre deuxième sous-partie de cette émission, puisque c'est une obésité qui est vraiment perceptible, qui est vraiment remarquable à Cotonou selon certains experts. Et pour cela, je vais vous inviter encore une fois de plus à suivre une de vos collègues, on va dire entre griffes, Madame Victoire Aguet, qui va nous parler un tout petit peu de l'obésité abdominale. L'obésité abdominale, on peut la définir comme une accumulation de graisse au niveau de l'abdomen. Et elle s'évalue par le tour de taille. Et lorsque le tour de taille est supérieur à 94 cm chez l'homme, on parle d'obésité abdominale. Lorsqu'il est supérieur à 80 cm chez la femme, on parle d'obésité abdominale. Qu'est-ce qui favorise ce dépôt de graisse au niveau de l'abdomen? Il y a d'abord le faible niveau d'activité physique et il y a aussi le régime alimentaire. Un régime alimentaire riche en sucre et en gras à la longue peut contribuer à l'accumulation de graisse, surtout à partir de l'âge de 35 ans. On sait aujourd'hui qu'à 50 ans, la tendance lorsqu'on veut grossir, c'est de grossir par le ventre. Des études qui ont été faites dans la ville de Cotonou et qui ont montré que les individus les plus exposés au risque d'obésité abdominale, ce sont les femmes et à moindre mesure les hommes. Et une étude que nous avons effectuée en 2005 dans la ville de Cotonou a montré que plus de la moitié des femmes âgées de 25 à 60 ans présentent une obésité abdominale, alors que 11% seulement des hommes présentent cette obésité. Donc les femmes sont plus exposées que les hommes. Et l'obésité abdominale expose davantage au risque de maladies cardiovasculaires, au risque de diabète et d'hypertension artérielle.
Le professeur Victoire Aguet qui nous parlait donc de l'obésité abdominale. Docteur Akakpo, l'obésité abdominale, c'est comme on dit le gros ventre, le ventre. Et donc on dit que c'est quand même signe d'aisance. Il y a d'autres qui vont même jusqu'à dire que parfois ça représente une garantie quand on va faire des prêts à la banque. J'en ai entendu des choses là-dessus. Et c'est vrai que le professeur Aguet a parlé des causes. C'est pratiquement les mêmes que l'obésité générale dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres également sur cette forme d'obésité? Elle est plus importante que la générale, c'est vrai? L'obésité viscérale est celle qui est la plus importante parce que elle se trouve associée aux maladies qui amènent le Béninois à s'interroger sur sa santé. Les maladies du cœur, les maladies des vaisseaux, le diabète, l'hypercholestérolémie. Parce que classiquement, on n'est pas inquiété par. Une fois qu'on s'est levé, donc on suppose que ça là c'est une garantie et ça devient même un oubli. Quand bien même, si on achète sa voiture, on dit « Ah, ça fait tel nombre de mois, je n'ai pas fait la révision », on court après, mais jamais de révision pour son organisme. OK. Donc, ces raisons justifient une forte prévalence de cette obésité constatée. Vous savez, on a beaucoup travaillé sur pathologie cardiovasculaire, obésité, nutrition. Moi, c'est mon domaine. Alors, déjà, on a constaté que les femmes étaient plus nombreuses à souffrir de l'hypertension artérielle que les hommes. Alors, pourquoi elles étaient plus nombreuses à être en surpoids? Pourquoi on a les raisons de l'obésité viscérale aujourd'hui? Et moi, je dirais, surtout à nos hommes, à partir du moment où ton ventre dépasse tes fesses, va en consultation. Il ne faut même pas chercher. Mais les fesses, c'est derrière et le ventre, c'est devant. Parce que c'est le rapport le plus associé aux pathologies cardiovasculaires. Que les personnes, elles peuvent faire l'expérience. Si je mens, qu'on vienne me démentir ici un jour, qu'ils observent. Quand le ventre dépasse les fesses, ils ont quelques années, ou bien ils ont quelques années pour se retrouver dans l'hypertension artérielle et ou un problème du cœur, des vaisseaux, bien une hypercholestérolémie et pourquoi pas le diabète. Donc il ne faut pas attendre forcément les 94 cm là? Non. Parce que vous pouvez être mince et souffrir de l'obésité viscérale. Selon votre corpulence. Voilà, selon votre corpulence. Et vous allez dire, non, pour moi là, moi je n'ai aucun problème. Vous allez finir avec l'hypertension artérielle et si le médecin observe bien, c'est beaucoup plus le rapport, tout détail surtout de hanche, qui va définir ça, qui est le plus associé, qui va vous dire ça. L'autre rapport, c'est vrai, sur le plan santé publique, oui, ça marche. Mais pour aller plus en profondeur, l'autre rapport, le rapport tout détail surtout de hanche, vous aurez ça. C'est la même chose pour les femmes aussi? Pour la femme, pareil. Mais je me pose des questions sur les femmes aujourd'hui. Je me dis, les femmes accouchent. Oui, ça c'est un élément fondamental. C'est un élément fondamental et je me demande dans notre contexte comment discriminer cet effet d'accouchement qui doit naturellement agir sur son ventre versus nous les hommes. Mais les femmes accouchent, non seulement elles accouchent, Dieu leur a donné plus de chances d'avoir plus de fesses que nous autres. Donc peut-être c'est l'effet compensateur. Et ça peut justifier pourquoi aussi leur obésité viscérale peut poser facilement problème. Okay, mais beaucoup plus le rapport tout de taille, surtout de hanche. Et c'est ce qui les expose plus, je veux parler des femmes, à ce type d'obésité? Oui, vous avez raison. Lors de l'accouchement, avant l'accouchement, ça c'est une des raisons qu'on a oubliées. L'accouchement est une raison importante pour l'entrée en obésité de la femme chez moi au Bénin. Parce que quoi? Elle tombe enceinte, ce qui est attendu, qu'elle gagne du poids. Mais jusqu'à quel niveau? Ce n'est pas défini. Alors, elle continue de gagner du poids pour constater un jour, bon, je suis en surpoids. Le poids gagné, quand est-ce qu'on a déchargé? Donc,
Si on devrait, ou du moins, c'est une suggestion pour indiquer ou bien réduire le taux de prévalence de l'obésité chez la femme, juste après l'accouchement, il faut commencer par se chercher pour retourner au poids avant grossesse. Oui, mais c'est pas toujours facile. Je ne refuse pas, mais c'est une suggestion. De toutes les façons, si l'obésité s'impose avec ses conséquences, la personne va rechercher ça, non? Oui, évidemment. OK. D'accord. Donc, il faudra aussi faire attention à cet aspect de la chose. Et je parlais tantôt de ce qui expose les femmes plus à l'obésité. On a parlé, oui, de la grossesse, mais à part ça... Oui, la grossesse, elle est importante, occupe une très grande place. Après ça, vous avez le stress. Elles sont plus stressées que les hommes? Oui, bon, elles sont stressées. Parce que j'ai de tout un travail pratiquement sur l'obésité pour ma graduation. On a constaté que les obèses étaient retrouvés beaucoup plus à Dantokpa qu'ailleurs avant. Au marché Dantokpa. Oui. Ne fais pas du commerce qui veut. C'est celui qui a du cœur pour le commerce. Elle gère beaucoup de stress. Les gens n'ont qu'à faire l'expérience pour nous contredire. Elle gère donc beaucoup de stress et pour pouvoir calmer ce stress, elles ne peuvent que se donner à manger. Vous imaginez, il y a des femmes qui restaient à jeun du matin jusqu'à la nuit. Et c'est la nuit, quand elle a fini d'enregistrer ses chiffres, et les chiffres sont bons, elle se donne à manger. Elle se consomme. Or, le rythme du repas est un facteur d'exposition à l'obésité, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'animal. Si le même repas est partagé, fractionné en 3 fois dans la journée, le sujet ne sera pas obèse. Mais si je lui donne ça en une seule fois dans la journée, le sujet sera obèse. Mais tant qu'elle n'a pas compté ses chiffres d'affaires, elle ne se sent pas concernée encore par ce qu'il faut mettre dans la bouche. Elle est en concentration, en train de prier. Et c'est quand on a le cœur un peu plus libre, l'esprit un peu plus libre. Voilà, et puis elle se fait cadeau. Elle se dit, je me fais cadeau, ce qui est normal. Oui, et on accumule tout ce qu'on n'a pas pu manger depuis le matin jusqu'au soir. Et bon, on fait les 3 repas en un seul. Oui, et puis on peut se donner, si ce sont les œufs de crabe, on peut en faire en quantité, on mange. Là, je parle en pratique. Permanente. Avec des patients, des personnes qui ont connu ces expériences. Donc ça, c'est l'autre facteur en ce qui concerne les femmes. D'accord. Ben, il nous reste encore quelques minutes. On va maintenant se focaliser sur Focus Santé sur les conseils. On va commencer par les 2 préoccupations des auditeurs qui nous ont écrit. On va commencer d'abord par cet auditeur qui nous dit qu'il voudrait savoir comment un individu ayant du groupe sanguin B+ pourrait s'alimenter pour garder sa ligne. Ok, un individu du groupe B+, s'alimenter pour garder sa ligne. Ne soyez pas étonnés que je ne puisse pas vous apporter ou bien appuyer les réponses classiques. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les questions de groupe et d'alimentation ne sont pas à l'ordre du jour selon les académies qui nous permettent de dire, bon, maintenant, réellement, la différence est significative pour en faire un problème de santé. Qu'est-ce qu'on voudrait dire par là? Imaginez-vous que vous soyez du groupe B+, votre époux du groupe A, vous portez un bébé qui est du groupe A. Quelle est votre alimentation pour le bébé? D'accord? Mais ce bébé doit naître parmi vous deux et doit pouvoir manger et ne tombe pas malade. Ce que moi, je peux vous dire par rapport à cela, l'humanité a fait du chemin. On est à 2015, après Jésus-Christ, et peut-être à l'an 6 ou 8 000, depuis nos aïeux noirs, et l'humanité a pu lutter contre toutes les difficultés d'adaptation de l'organisme à ces aliments. Et on va parler de la sécrétion ou bien de la fabrication d'une substance les substances attendues par les questions de groupe qui devaient être résolues par votre organisme. OK.
Donc, vous avez tout un système, toute une batterie de défense de votre organisme par rapport à ce qui pourrait constituer une impureté grave à votre organisme pour justifier que vous mettiez du groupe B, du groupe A, du groupe O ou du groupe AB en alimentation. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez manger. Si vous voudrez garder vos lignes, les principes sont classiques. Oui. Revoyez vos consommations alimentaires. Si vous avez la chance ou le moyen, consultez le nutritionniste, médecin nutritionniste, ceux qui s'occupent de la santé par la nutrition. Et peut-être on va déjà vous dire, voilà vos niveaux. Le cas échéant, c'est de ne pas se sentir toujours trop rassasié ou saoulé par les aliments. Voilà. Donc, si vous arrivez à respecter ça, c'est bon. Et au moins se déplacer un peu plus que de faire déplacer les mâchoires. Voilà, ça c'est une belle phrase. Donc il faut se déplacer plus de faire déplacer les mâchoires. On va finir avec la question du second auditeur qui parlait de ses parents obèses. Comment faire pour lutter contre l'obésité quand on a des parents obèses? C'est vrai qu'on a déjà abordé cette question, mais rapidement on va revenir dessus en quelques secondes. Quand on a des parents obèses, c'est comme si on a des parents diabétiques ou bien qu'on a des parents hypertendus. Ici, c'est juste de commencer par contrôler ses comportements alimentaires. Parce qu'il y a une cause d'obésité qu'on appelle l'atavisme qui n'est pas forcément génétique. C'est-à-dire, ce que mon papa et ma maman faisaient quand j'étais enfant m'impacte suffisamment. J'ai envie de faire comme ça, ou bien je me suis habitué à faire comme ça. Cela m'entraîne aux mêmes pathologies que mes parents. Ça n'a rien à voir avec la génétique. On appelle ça obésité par atavisme. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, déjà, si je me retrouvais dans ce cas, je me croyais en obésité héréditaire, c'est juste de changer, d'améliorer ses comportements. Donc, il y a encore une marge de manœuvre. Voilà, vous avez cette marge de manœuvre. Donc, déjà, il faut consulter, il vaudrait mieux. Oui, se rapprocher des spécialistes pour voir comment. Vous commencez pour inverser la tendance. D'accord. Merci à vous, docteur Alfred Kakpo. Vous étiez l'invité de ce numéro de Focus Santé. Merci à vous aussi, chers auditeurs. C'est donc la fin. On va se retrouver certainement mardi prochain pour un autre sujet encore plus intéressant. Pour l'instant, prenez soin de vous.